Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver et je tiens encore une fois, comme chaque semaine, à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. L'émission de la semaine dernière consacrée à cette guerre en Ukraine avec Jacques Beau a encore été un carton. Donc un grand merci de nous suivre. Donc surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez également des likes et des commentaires. Et puis un grand merci surtout à vous, les souscripteurs sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Alors notre invité cette semaine, c'est un petit peu l'outsider. C'est un auteur qui cartonne en ce moment puisque son livre est classé parmi les best-sellers du moment et c'est, on peut le dire, plutôt inattendu. Il s'appelle Paul-Antoine Martin. Bonsoir Paul-Antoine. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors ce livre, je le disais, donc c'est le best-seller inattendu de ces dernières semaines. Donc Le Clan des Seigneurs, immersion dans la caste d'État aux éditions Max Milo. Alors cher Paul-Antoine Martin, je vous propose de commencer cette émission en entrant immédiatement dans le vif du sujet, à savoir évidemment donc ce livre, publié donc, je le rappelle, donc une nouvelle fois donc aux éditions Max Milo, qui était également l'éditeur de Jacques Beau de la semaine dernière. Et on va donc, si vous le voulez bien, rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parler un petit peu de vous, car finalement on en sait assez peu sur vous, même si on en apprend un peu plus en lisant ce livre, qui est largement nourri par votre expérience. Alors, pour commencer, vous êtes un centralien, c'est ça, si je me trompe pas, c'est-à-dire un ingénieur de la célèbre école centrale, c'est ça ? Alors, je suis ingénieur de Centrale Supélec. Les deux écoles Centrale et Supélec ont fusionné en 2015. Moi, j'ai un diplôme de Supélec et les deux écoles ont fusionné. Ce fait qu'aujourd'hui, l'école s'appelle Centrale Supélec. D'accord. Alors mais c'est tout aussi prestigieux. Bon, en tout cas, voilà, on est très honorés. De quel milieu social vous êtes initialement, si c'est pas indiscret, Paul-Antoine ? Oh, tout à fait normal. Mon père était inspecteur des impôts, principal des impôts, et ma mère travaillait donc dans les télécoms. Voilà, donc une enfance tout à fait normale, école publique, classe moyenne plutôt un peu favorisée. Oui, classe moyenne plutôt favorisée, je pense, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie pourquoi vous êtes devenu ingénieur ? C'était une vocation ? Je pense que c'est une vocation. Oui, depuis le début, j'étais intéressé par la technique, intéressé par les sciences, et puis aussi j'ai été, fortement poussé par mes parents à devenir ingénieur, et c'est finalement ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai suivi ce cursus-là, et j'ai été très content de devenir effectivement ingénieur. Je suis rentré ensuite rapidement chez une très grande multinationale, Shell, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, on va y venir, mais juste avant, comme ça, là, on a vraiment un long moment ensemble et je vous remercie encore de nous l'accorder. Vous avez donc connu, avant d'entrer à Centrale Supélec, le fameux système d'abord des classes préparatoires. Donc, un petit mot là-dessus. Quel regard vous portez sur ce système qui n'existe quasiment qu'en France, je crois, sauf à me tromper ? C'est un système qui ne convient pas à tout le monde. Vous en gardez quel souvenir ? J'en garde plutôt un bon souvenir, on va dire. Même si c'était dur, parfois violent. Par contre, ce que ça permet de développer en soi, des capacités de raisonnement, de réflexion et de décision très rapides. Voilà, ça c'est ce que j'en ai tiré. Après, en termes de formation, en termes de savoir, ça reste des choses très théoriques qui sont inapplicables dans la vie pratique, mais ce sont des choses très théoriques, des matières très théoriques aussi bien en mathématiques, en physique, en chimie, qui sont poussées plutôt loin en termes de théorique et qui permettent, alors c'est le système français, de sélectionner par les maths et par la physique. Alors, vous me dites si je me trompe, mais je crois que parmi la poignée des plus grandes écoles d'ingénieurs, donc que sont Polytechnique, les Mines et Centrale Supélec, eh bien justement, je crois que ces dernières, elles n'ouvrent pas la voie aux grands corps techniques que sont notamment le corps des mines et le corps des ponts. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient y voir la raison de votre discours contre les grands corps ? Oui, j'ai eu ce genre de critique, effectivement. Donc, Centrale Supélec n'ouvre pas, effectivement, aux grands corps d'État. Que leur répondre ? Ma réponse va être en fait assez simple. Moi, j'ai observé en fait des personnes pendant une quinzaine d'années, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, voir comment elles réfléchissaient, comment elles prenaient des décisions, etc. Et j'en ai fait un constat que j'ai dressé dans ce livre, et j'ai eu l'extraordinaire surprise. Je m'attendais pas à tant
tant de messages, tant de franchise de la part de certains. Encore hier, vous voyez, il y a un polytechnicien qui m'a écrit en me disant « Je valide tout. Tout ce que vous avez écrit, je le valide. » J'ai un académicien, polytechnicien aussi, qui m'a écrit. Et il m'a écrit, j'étais tellement surpris, il m'a envoyé un message tout simple. « Votre livre est, hélas, excellent. J'ai vécu les mêmes choses. » Polytechnicien. Hélas, veut tout dire. Ouais. Oui. Donc, voilà ce que je peux leur répondre. C'est-à-dire que c'est un constat. Alors bien sûr, il y a un certain jugement dans mon livre par rapport à ce système de grands corps d'État, mais il est validé par ceux qui ont fait les plus grandes écoles, aussi bien polytechniques que d'autres, quoi. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un fait avéré. Il y a d'autres livres qui sont sortis depuis des années. On pense au travail de Bourdieu. Et puis on pense à d'autres travaux qui ont eu lieu donc depuis, qui dressent aussi un constat sur les grands corps qui est effrayant. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas un essai journalistique, c'est pas un essai technique sur les grands corps, c'est une photographie un peu psychologique de comment ces gens fonctionnent, comment ils évoluent dans ce milieu-là, qui est un milieu tout à fait particulier, et comment cette situation-là vient impacter on va le dire très clairement, la décroissance, la dégénérescence de notre pays. Alors justement, avant d'entrer dans le cœur de votre livre, est-ce que vous avez commencé à le faire, je vous ai interrompu, nous rappeler à grands traits votre carrière, quelle est l'expérience professionnelle qui vous a le plus marqué? Alors j'ai commencé à travailler chez Shell Chimie, dans un des sites pétroliers les plus complexes qui existent en Europe. Il se situe du côté de Berlétan, à côté de Marseille. Et j'ai mis plusieurs mois, je me rappelle, à ne plus avoir peur en travaillant dans ce site-là, tellement c'était absolument gigantesque et tellement on manie dans ce genre d'endroit des matières extrêmement dangereuses. Mais il y a une telle maîtrise de la part des ingénieurs de cette entreprise que on est effectivement très vite rassuré sur le niveau de risque. Donc j'ai eu plusieurs emplois dans cette entreprise-là. J'ai beaucoup appris sur la très grande qualité d'analyse, la très grande qualité de rapport humain à l'intérieur de cette entreprise. Et ça m'a beaucoup formé. Puis j'ai travaillé dans une multinationale, donc une autre multinationale, celle-ci française, chez Suez, un passage pas très long, qui m'a moins marqué. Et puis le hasard de la vie a fait que je suis rentré ensuite dans un établissement public, un des 7 plus grands ports maritimes français. Donc un établissement public, c'est comme une société anonyme, ça a le même statut aujourd'hui, mais capitalisé à 100% par l'État. Voilà. Donc c'est une société d'État, c'est pas la fonction publique, c'est une société pilotée par l'État. On y a un statut, les salariés y ont un statut privé, et quelques personnes peuvent avoir un statut fonctionnaire à l'intérieur, on en reparlera, puisque la plupart du temps, le directeur général est un haut fonctionnaire. Nommé donc par l'État. Nommé par l'État, et mieux que ça, nommé en Conseil des ministres. Voilà. Et donc c'est là que l'histoire commence. Ce sont des personnes qui sont traditionnellement, on va dire, issues du grand corps d'État qui s'appelle le corps des ponts, qui est accessible, qui est un des 5 grands corps d'État français, donc la crème de la crème en termes de haute fonction publique, et on y accède par soit Polytechnique, donc ce sont les meilleurs élèves en sortie de Polytechnique qui accèdent, parmi les tout meilleurs, ou Normal Sup, ou aussi une petite école d'ingénieurs de travaux publics qui permet une voie externe pour y rentrer. Petit aparté, vous qui avez été au cœur de l'industrie française, vous le rappeliez, comment vous expliquez son déclin depuis plus de 40 ans maintenant ?
Eh bien, depuis effectivement une quarantaine d'années, il y a eu la grande idée de personnes qui étaient issues justement de ces grands corps d'État, qui ont imaginé que l'on pourrait faire de l'industrie en France sans usine. Donc ça a été la grande période des délocalisations. Chose qu'aujourd'hui, on revient complètement en arrière parce que c'est une aberration qui nous a fait perdre notre souveraineté industrielle. Mais ça vient de là. Ça vient de là, cette perte en fait d'industrie en France. Ça a été la volonté d'externaliser et de ne plus avoir en France que des sièges sociaux et non plus d'usines. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un niveau d'industrie qui est l'égal de celui de la Grèce et donc le dernier en Europe. Vous pensez quoi justement de cette fameuse réindustrialisation lancée par Emmanuel Macron? C'était en 2020 autour du plan de relance puis du plan d'investissement France 2030. Ce que j'en pense, je pense que c'est une très belle campagne de communication. Et justement, en ayant travaillé dans les grands ports maritimes français, quand on voit l'état de ces grands ports maritimes. Un grand port maritime, c'est un endroit qui est vraiment un endroit de maîtrise de souveraineté pour le coup, puisque c'est un endroit d'import et d'export de marchandises. Quand on voit l'état de ces grands ports aujourd'hui en France, qui sont, malgré des milliards et des milliards d'investissements, malgré énormément d'efforts faits par l'État, ils sont à la traîne de l'Europe. C'est quoi les principaux obstacles justement à cette réindustrialisation ? Les principaux obstacles, je dirais, déjà une mentalité. Aujourd'hui, l'industrie en France fait peur. L'industrie est sale. Les ingénieurs ont du mal aujourd'hui à rentrer dans l'industrie. Ils vont plutôt partir dans le tertiaire ou dans la finance. Les ingénieurs grande école, Polytechnique, Centrale, etc., vont plus s'orienter vers la finance et les services. C'est plus propre, quoi. C'est plus propre. On y fait probablement de meilleures carrières et ça paye mieux. Les cabinets de consultants aussi. La baisse du coût du travail, vous trouvez que c'était une bonne réforme ? Votre silence était éloquent. La baisse Les 35 heures, est-ce qu'on entend souvent que c'est un frein pour la compétitivité française ? Je sais pas, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Oui, j'ai un avis là-dessus, puisque j'ai vécu les 35 heures, j'ai vécu l'avant et l'après 35 heures. Ça a été on va dire un acquis immense pour les salariés français. Reste qu'aujourd'hui, quand on voit dans la pratique le nombre de congés qui existent, c'était loin d'être une nécessité. Bon, les salariés ont 5 semaines de congés, voire plus dans beaucoup d'entreprises. Par exemple, dans un établissement public comme un grand port, on atteint facilement les 9 semaines. Donc, pas besoin d'avoir 35 heures. Et pour revenir à la formation et aux compétences dont on parlait juste avant, on est quand même un petit peu à la ramasse, non, dans ce pays, on peut le dire. Sur quoi ? Par rapport à la formation et aux compétences que nécessite l'industrie, on n'est plus tellement au niveau, non ? Bien, oui, on a une illustration, par exemple, avec le nucléaire. Ce qui est dramatique, ce qui s'est passé, puisque les politiques ont annoncé, mais avec l'aide aussi de beaucoup de hauts fonctionnaires, et puis donc les politiques ont annoncé la décroissance, ou en tout cas la fermeture de centrales nucléaires en France. Bilan, EDF n'a pas cherché à former des ingénieurs justement pour maintenir le nucléaire. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on veut relancer le nucléaire avec un manque de formation. Donc on va chercher à prix d'or des ingénieurs à l'étranger, aux États-Unis par exemple, pour justement les faire intervenir sur nos centrales. C'est le président d'EDF qui avait piqué une colère sur le sujet, puisqu'on l'avait reproché d'avoir trop de centrales nucléaires en maintenance et de mettre trop de temps à les remettre en service. Et lui, il avait argué qu'il lui manquait aujourd'hui effectivement énormément d'ingénieurs. La France, elle peut encore être compétitive dans l'économie mondiale, selon vous ? Probablement sur certains secteurs. Alors, seulement.
On va justement, c'est le moment, voilà pour l'introduction un peu longue, mais on va maintenant en venir à votre livre. Dans ce livre, vous racontez donc vos rencontres et vos relations avec les plus hauts dirigeants économiques, politiques et administratifs de ce pays. Est-ce que vous pouvez d'abord, Paul-Antoine Martin, s'il vous plaît, nous rappeler dans quel cadre vous les avez rencontrés, toutes ces personnalités ? Je les ai rencontrés. Parce que vous étiez à un niveau, sans être vexant, vous étiez amené de par vos fonctions, à les rencontrer ? Oui, complètement, quotidiennement, on va dire. Puisque j'étais membre du directoire d'un de ces grands ports maritimes. Les grands ports maritimes ont une structure, comme je le disais, un statut de société anonyme, avec directoire et gouvernance avec conseil de surveillance. Donc j'étais un des 3 membres du directoire, ce qui permet en fait effectivement d'être en contact en permanence avec soit le directeur général donc du grand port qui est un haut fonctionnaire, soit aussi toute la structure du ministère, voire même du cabinet du ministre des Transports. Et puis j'ai eu une période, j'ai eu la chance à un moment donné de faire une période d'intérim assez longue entre 2 directeurs généraux, qui m'a permis en fait de côtoyer de façon encore plus proche tous ces gens-là, à la fois côté ENA et côté Corps des Ponts. Voilà, donc effectivement, je les ai côtoyés, on peut dire quotidiennement, et j'en ai côtoyé un certain nombre, effectivement important. Alors quand on lit justement votre livre, on a vraiment l'impression de lire un roman balzacien, c'est très frappant, notamment dans votre premier chapitre intitulé « Le corps ». On vous a déjà fait cette remarque ? Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on prend ce livre comme un roman. Or, c'est un témoignage, en fait. Donc, j'ai joué, en fait, sur les 2 tableaux. C'est un témoignage avec que des situations vécues, que des situations réelles, non romancées. Elles sont grotesques, incroyables par moments, et je tiens à dire qu'elles sont totalement réelles. Et ça, j'ai voulu, en fait, le faire pour montrer comment sont ces gens ? Comment sont ces gens dans la vie ? Comment ils sont dans le travail ? Et comment ils sont au regard de leur loyauté par rapport à l'État ? Ce qui est absolument majeur comme sujet. Et comment ils sont par rapport aux finances publiques ? Alors, on va en parler, je pense, parce que c'est à mon sens très grave, quoi. Justement, en parlant de finances, Balzac expliquait le mouvement du monde par l'argent. Vous connaissez sa citation, l'or est la seule puissance devant laquelle le monde s'agenouille. C'est aussi votre avis ? Ça reste ça. Alors, c'est plus forcément l'or et le pouvoir, mais ça va être le dollar, l'euro et le pouvoir, bien sûr. Alors, il y a une question quand même que j'avais envie de vous poser, parce que quand on lit votre livre, on est un peu parfois surpris. Pourquoi vous avez choisi de nous présenter des personnages et pas des noms réels, comme peut le faire Juan Branco, par exemple ? Vous avez peur des représailles ? Non. Des procès en diffamation ? Non, parce que... non, pas de procès en diffamation. Tout ce que vous dites est vrai. Parce que tout ce que je dis est vrai, et j'ai des éléments pour le prouver. Donc ça, c'était pas un sujet. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des noms qui sont pas connus. Donc il y a pas d'intérêt. Hein. C'était des noms qui sont pas connus, et j'ai préféré, comme je le dis en entrée d'ouvrage, concaténer les personnes qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans l'appareil d'État en une seule personne. Ça permettait d'avoir une typologie par type d'individu qui me paraissait plus limpide à lire, et ça permettait à mon avis d'être un peu plus percutant dans la lecture. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, à avoir des noms particuliers si ce sont des noms d'illustres inconnus, même s'ils sont très haut placés dans le système de l'État. On peut dire que vous avez été déçu en côtoyant ce monde-là ? Oui. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que très vite, je me suis rendu compte... Et pourquoi avoir attendu, autant d'années, justement ? Parce que on peut être surpris aussi que vous ayez attendu autant avant de lancer l'alerte sur le véritable, justement, visage, selon vous, de ces élites, de nos élites dirigeantes. Oui. Je réponds à la première question. Ouais. La première, donc, à peine, en fait, entré dans ce milieu-là, venant du monde privé que je connaissais à la fois anglo-saxon et français, j'ai vu un monde qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs par rapport au travail, par rapport aux finances, par rapport aux politiques et par rapport en fait aux objectifs que l'on peut se donner. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a absolument frappé. Et je me suis dit, il
il y a quelque chose, c'est tellement énorme ce que j'observe au jour le jour, qu'il faut le dire aux Français. Il faudra un jour le dire aux Français. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté, au fil des années, différentes scènes, etc. Alors j'ai trié beaucoup, parce que sinon le livre aurait été beaucoup plus épais que ça, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt non plus de faire un livre en 600 pages. Donc le livre est plus ramassé, avec des anecdotes qui sont typiques, mais elles sont, comment dire, tout à fait symptomatiques à chaque fois d'une facette de l'état d'esprit. C'est ça que je voulais montrer. Je voulais pas décrire un système, d'autres l'ont fait, il y a eu des enquêtes journalistiques. Non, je voulais montrer l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit et la psychologie de ces gens-là, comme toujours, de toute façon, elle est en amont des actions. Elle est en amont de ce que l'on peut voir couramment dans la façon d'agir des personnes. Donc, il y avait un intérêt à aller un peu en amont et de décortiquer qu'est-ce qui était leur motivation, qu'est-ce qui était leur travers, qu'est-ce qui était leurs défauts, etc. Et comment ça, toutes ces motivations tout à fait particulières à l'intérieur de ces grands corps d'État pouvaient avoir un impact sur le fonctionnement du pays. Alors justement, pour les gens qui nous regardent, on y vient. Dans ce livre, vous attaquez donc au concept du corps. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne sauraient pas précisément ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un grand corps? Alors, peu de pédagogie. Dans l'administration, il y a une foultitude de corps. Ce sont des métiers, donc chaque métier se regroupe et fonctionne en corps à l'intérieur de l'administration. Mais dans cette administration, la globalité de l'administration, vous avez 5 grands corps, ils sont appelés grands, qui produisent en fait des hauts fonctionnaires. Alors tous les hauts fonctionnaires ne sont pas issus de grands corps. Les grands corps, c'est la crème de la crème, c'est le top des hauts fonctionnaires. Et il y a 5 grands corps aujourd'hui en France, 3 issus de l'ENA, anciennement ENA, il y a INSP aujourd'hui. Donc les meilleurs qui sortent de l'ENA, rentrent dans l'inspection des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'État. Et puis vous avez 2 corps techniques qui sont corps des mines et corps des ponts. Voilà. Alors, ce que les membres de l'ENA disent régulièrement, l'ENA n'a pas d'autre intérêt que le rang de sortie. C'est-à-dire que le rang de sortie va déterminer toute une vie et tout le prestige d'une vie. Et celui qui rentre dans un grand corps, sortie ENA ou sortie Polytechnique, pareil, il y a un rang de sortie. Et ça va avec l'argent. Et ça va de fait avec l'argent, ça va de fait avec le pouvoir. Ce titre-là va les accompagner toute leur vie jusqu'à la tombe, parce que certains se cooptent, ils cèdent, voilà. Mais certains vont même demander à ce que dans les loges funèbres, il soit dit qu'il a fait partie du corps, qu'il a fait l'ENA à tel moment, etc. Donc c'est quelque chose, ce qu'il faut bien voir, c'est à quel point ça formate les esprits. Et ça, alors on parlait tout à l'heure des classes prépa, qui formatent effectivement, ils formatent en donnant une très haute capacité de travail, une résistance au stress, des choses comme ça. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est autre chose, c'est une autre gamme. C'est-à-dire que quand on rentre dans ces écoles-là, on vous explique à longueur de journée que vous êtes les meilleurs. Parmi les meilleurs, l'élite de l'élite. Et de toute façon, la France compte sur vous parce que le pouvoir vous sera donné. Donc, ces gens-là mais même aussi dans des écoles qui moi j'ai connu ça à Supélec, on entendait régulièrement ça. Donc ça formate, puis au bout d'un moment on y croit. On finit par y croire, c'est un milieu assez fermé, on finit par y croire. Et quand on est dans un grand corps, on y croit encore plus. On y croit encore plus parce qu'effectivement, dès 25-26 ans, vous accédez à des postes énormes et des responsabilités énormes. Vous voyez par exemple rapidement dans les cabinets ministériels, ils ont 25, 26, 28 ans. Ils n'ont aucune expérience, mais ils conseillent. Ce système justement de corps, c'est un héritage de l'Ancien Régime ou c'est une création de la République? C'est 2 choses, c'est les 2. C'est un héritage de l'Ancien Régime, enfin post-Ancien Régime, pour
les corps techniques, qui longtemps ont été les seuls grands corps existants, mines et ponts. Et ensuite, en 1946, est née l'ENA, qui est née à partir d'une idée géniale. Donc c'est Michel Debré qui a mis en musique la demande du général de Gaulle, qui avait été aussi bien imbibé de la pensée de Jean Zay, qui était le ministre de l'Éducation sous le Front populaire, un homme absolument remarquable, brillant, qui, en 1940, s'est trouvé mis en prison parce qu'il était juif, et en plus opposant au système de Vichy. Donc, et en prison, cet homme-là a réfléchi sur le drame que la France venait de vivre, à savoir l'envahissement par les Allemands, mais derrière ça, la débandade littérale de la France, avec toute la haute fonction publique française qui a switché comme un seul homme d'une allégeance au Front populaire à une allégeance à Pétain. Voilà, aucun haut fonctionnaire, sauf un magistrat, s'est levé et a dit non, pas moi. Alors lui, il a été interné immédiatement, et tous les autres, donc, ont fait allégeance au maréchal Pétain. Et ça a traumatisé, en fait, des gens comme Jean Zay et puis le général de Gaulle, qui se sont dit, bon, la guerre finira bien un jour, comment on reconstruit avec des hommes qui auront une stature qui leur permettra de rester fidèles, loyaux à un État, et d'avoir le goût du service de l'État. Alors c'est ça qui a guidé complètement leur pensée, et en 1946 donc est née l'ENA avec une volonté de recruter selon deux paramètres. Bon. La qualité intellectuelle ou l'aptitude intellectuelle forte pour gérer la complexité d'un État ou d'une haute administration, mais aussi une véritable histoire personnelle de chacun. C'est-à-dire qu'on recrutait sur la capacité humaine, la capacité à sursoir à la souffrance, à l'échec, à la difficulté. Donc ces gens-là qui ont été résistants, qui ont été prisonniers, qui ont vécu des choses difficiles pendant la guerre, eh bien, ils étaient repérés pour rentrer effectivement et pour devenir hauts fonctionnaires, si tant est qu'ils avaient aussi une aptitude intellectuelle forte. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit l'ENA en 1946. Et qu'on a perpétré ce système, quoi. Et que l'ENA a continué, mais avec des gens différents. Puisque au bout d'une première génération, c'était plus du tout les mêmes hommes qui se présentaient. Et alors justement, c'est intéressant parce que vous parliez de ces gamins, parce que à 25 ans, on est encore un gamin, qu'on voit dans les ministères à des hauts postes de conseillers. Parliez aussi du général de Gaulle. Ça m'amène à vous demander justement, à l'époque du général et de la France gaulliste, les élites, elles étaient quand même d'une autre trempe, non? Eh ben, ils sortaient de ce moule-là. Oui, mais il y avait quand même un autre niveau, au-delà de sortir du même moule, puisque aujourd'hui, si j'osais, l'énarque, enfin, ça a changé de nom, mais l'énarque diplômé en 2024, vous le considérez au même niveau que l'énarque de 46? Ah, bien sûr que non. Il n'a pas d'histoire personnelle. Voilà. La grande différence avec ces hommes des années 60, c'était effectivement une stature personnelle, des gens qui avaient vécu des choses qui avaient un vécu, quoi. Pardon ? Qui avaient un vécu. Qui avaient un vrai vécu, et qui colorent de fait, en fait, leurs actions et leur vision. Donc c'est aussi parce qu'ils ont vécu ce qu'ils avaient vécu qu'ils ont su donner une vision à la France. Parce qu'aujourd'hui, on manque totalement de vision et de stratégie. Comment vous expliquez justement ce phénomène corporatiste qui semble quand même véritablement un peu comme les classes prépa propres à la France? Comment vous l'expliquez? Alors, c'est propre à la France, oui. À la fois, c'est extrêmement vertueux pour un pays d'avoir... Parce que c'est l'ascenseur social. Oui, c'est l'ascenseur social, mais c'est aussi excellent d'avoir un pays qui se soucie de sélectionner les meilleurs pour assurer en fait son avenir, assurer l'avenir de sa population, des enfants, etc., et d'assurer une vision pour la France dans le monde. Donc c'est là que les grands corps ont quelque chose de très vertueux, si effectivement les gens qui en font partie sont imprégnés de cette vertu. Reste que c'est assez propre à la France, parce que la France a un système éducatif extrêmement sélectif. Et sélectif sur un mode
un mode de sélection qui est principalement les mathématiques. Les mathématiques, voilà. Justement, vous en parlez, vous le racontez évidemment dans votre livre, mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont ces privilèges ou ces passe-droits qui vont avec certains corps? Est-ce que vous aurez quelques exemples? Oui, alors j'ai des pléthore, je pense. Mais... Il y en a pléthore. Alors, je peux commencer par le privilège le plus extraordinaire. On parlait de seigneurs, donc c'est pas rien. Ce sont des seigneurs. Le livre s'appelle Le clan des seigneurs. Et en parlant de seigneurs, j'ai beaucoup réfléchi à ce titre qui m'est venu finalement. Excellent d'ailleurs, en demeurant. Qui m'est venu assez... Je pensais au clan des Siciliens. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça répond au clan des Siciliens. Et on est dans cette ambiance-là. On est vraiment dans cette ambiance-là. Vous auriez peut-être à dire mafia, jusqu'à dire... Je le dis, mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. On est dans un fonctionnement mafieux. Alors, je vais l'expliquer. Et le fonctionnement mafieux correspond effectivement à ces privilèges exorbitants qu'ils peuvent avoir. Et pour moi, le privilège le plus exorbitant qu'ils peuvent avoir, c'est l'impunité. L'impunité totale. Je parle pas d'irresponsabilité. On va en reparler. Et ils se couvrent entre eux, c'est ça. Enfin, l'impunité d'une part et... Alors, ils se couvrent entre eux et ils arrivent à enterrer des affaires afin de ne pas être redevables de la justice. Donc, cette impunité permet, parce que effectivement, ces grands corps ont mis, ont fait main basse sur l'État, sur tous les hauts postes de décision de l'État, ils s'entraident à l'intérieur de chaque grand corps, et d'ailleurs ça fonctionne comme ça. C'est une sorte de tous pour un pour tous. Ils vont tous céder afin... Donc la loyauté première, en fait, elle va au grand corps, avant de passer à l'État. Ce qui fait qu'en allant au grand corps, en étant donné au grand corps, elle permet, à tous d'être, pour le coup, un corps vraiment solide, ramassé, et avec grande solidarité. Le grand corps, en même temps, gère la carrière de ces gens-là. C'est-à-dire que ça, c'est un autre privilège. Ils vont gérer leur carrière entre eux. Ils vont se repasser des postes entre copains, etc. Et l'ensemble donc du grand corps va gagner en prestige en montant l'ensemble de ses membres à des postes de plus en plus prestigieux. Et de la même façon, les membres de plus en plus prestigieux vont aider les autres à monter. Et ce jeu de loyauté, en fait, entre grands corps et chacun des membres, permet une puissance démesurée au sein de l'État. Alors, l'impunité... Il ne faut pas trahir non plus. Et il ne faut pas trahir. Donc, ils ne trahissent pas, effectivement. Parce qu'il ne faut surtout pas sortir du grand corps ou être considéré comme une brebis galeuse. Donc, c'est là qu'on a un système mafieux. C'est là qu'on a un système mafieux au sens où ils vont pouvoir, et ça je l'ai vu personnellement, être capables, sur des faits qui sont répréhensibles pénalement, se couvrir entre eux, enterrer l'affaire, quitte à calomnier la victime. Donc, histoire de se couvrir totalement, et ça fonctionne, puisque le nombre et puis leur position fait effectivement qu'ils couvrent très facilement les affaires. Alors là, on parle d'impunité par rapport à la justice. Il y a un autre, et là je vais donner des exemples très 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 précis. Un autre privilège incroyable, l'irresponsabilité. Ils se sont construits entre eux, mais c'est facile aussi de se construire ça quand on est au top du pouvoir. Voilà, c'est quand même très 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 facile, et c'est là qu'on voit la perte de vertu. Mais donc cette irresponsabilité, c'est finalement, je peux prendre des décisions extrêmement coûteuses pour l'État, dramatique pour l'État, voire dramatique pour une entreprise du CAC 40. Alors, il faut voir que dans les entreprises du CAC 40, 40% ont leur gouvernance pilotée par des individus d'un des grands corps d'État, puisqu'il y a des passerelles possibles, et même encouragées maintenant, entre l'État et les grandes entreprises. Alors, je reviens à l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'ingénieur d'un grand corps d'État, conduire à des désastres industriels et finalement ne porter aucune responsabilité. Il y a une construction de la dilution de responsabilité par un jeu de contrôle qui se fait entre instances de contrôle et puis instances contrôlées, où vous allez trouver des deux côtés des membres du même corps, quand on sait la loyauté qu'ils ont entre eux, la solidarité
les contrôles vont être, comment dire, si on trouve des choses, ils vont être évasifs, ils vont être allégés, etc. Donc, moi j'ai vu des projets de plusieurs centaines de millions d'euros, voire du milliard d'euros. Prenons par exemple un projet comme le projet qui a été fait au Havre, un très grand projet qui a dû coûter en tout 1 milliard d'euros probablement, qui au début des années 2000 était prévu pour apporter plus de 6 millions d'EVP. Et EVP, c'est la mesure en fait EVP, c'est un container. Voilà, c'est un équivalent container. Donc 6 millions de containers, on va parler comme ça, à horizon de 10-20 ans. 10-20 ans plus tard, malgré tous ces investissements colossaux, c'est 2 millions de containers qui sont arrivés. Tous les grands ports ont ce genre en fait de projets qui ont été bâtis sur on pourrait même dire des fantasmes, des idées de grandeur, des volontés qui n'étaient pas bâties sur du réel ou sur du marché, qui ont entraîné derrière des financements colossaux et qui n'ont rien produit, ou pas du tout produit à la hauteur de ce qui était prévu. Bilan, quand vous investissez autant d'argent et que vous recevez finalement les recettes bien en deçà de ce qui était prévu, vous avez un investissement qui est très déficitaire. Et quand on dit où va l'argent, on se pose souvent la question, mais où part l'argent ? Une des réponses, c'est effectivement tout un tas de projets qui sont faits, qui sont mal contrôlés, parce qu'il y a un jeu de copinage, il y a un jeu il y a beaucoup de gens parmi ces gens-là qui ne travaillent pas assez. Ils vont plutôt surtout faire du réseau. Et donc, au final, ça aboutit à des projets qui sont très coûteux et qui ne rapportent pas au pays. Voilà. Je vais juste te donner un petit exemple pour montrer. Là, je faisais une aparté sur le réseau. Imaginez-vous, vous êtes dans un métier où vous avez la garantie de l'emploi totalement assurée. Vous avez la carrière prestigieuse totalement assurée, avec peut-être même la Légion d'honneur assez rapidement. Vous avez un salaire qui est de toute façon toujours progressif. Aucun incident de parcours possible. Vous faites partie d'une caste qui vous protège. Vous avez énormément de collègues qui vous protègent. Vous jouissez de l'irresponsabilité et de l'impunité. Vous êtes dans un état d'esprit tout à fait particulier. Pourquoi se dépasser pour travailler et pour, apporter à la France des projets qui sont de plus en plus rentables, on va dire. Moi, j'ai côtoyé donc des ingénieurs comme ça, que je voyais, et je le raconte dans mon livre, à un moment donné, je rentre dans le bureau de mon chef, et je le vois en train de signer des petites cartes, et il en faisait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, tiens, je vais te montrer, tous les matins, je lis le journal officiel, je regarde toutes les nominations, et j'envoie une petite carte de félicitations à chaque haut fonctionnaire. Ça peut toujours servir. Vous voyez, c'est ce genre de travail qui finalement va être beaucoup plus profitable pour eux, le réseau, l'entre-soi, plutôt que de produire un projet qui va être particulièrement rentable. J'ai vu des projets, effectivement, où on inventait des recettes, on inventait des marchés, on inventait des recettes, et aucun contrôle possible. C'est lequel pour vous le pire de ces corps ? C'est celui des mines ou celui du Conseil d'État ou de l'Inspection Générale des Finances, par exemple ? Alors, parmi ces 5-là, il y en a 2 qui se considèrent dans l'ultra-noblesse. L'Inspection Générale des Finances, je suppose. L'Inspection Générale des Finances et le Corps des Mines. Donc là, vous touchez à la très très grande noblesse de personnes qui effectivement ne rendent pas compte et veulent effectivement avoir le plus de poids et d'emprise sur la machine de l'État. Si je ne me trompe pas, c'est moins le système de corps auquel vous attaquez, mais plus l'existence de quelques grands corps, hein, c'est ça ? C'est les 5 grands corps. Ouais, c'est le fonctionnement des 5 grands corps. De ces 5 grands corps-là, qui se sont appropriés l'État, en fait. Totalement appropriés l'État. Il faut voir, prenons
si vous prenez un secteur de l'État, comme les transports, eh ben, il va être complètement, imprégné de corps des ponts. Le secteur de l'énergie, corps des mines. L'économie, énarque, corps des mines. Et vous avez, en fait, la santé, énarque. Donc, ils se sont appropriés des silos de secteurs dans lesquels ils évoluent entre eux. Et là se pose évidemment la question, quand tout fonctionne parfaitement de façon vertueuse, on aboutit à des... Ça permet une puissance de frappe remarquable. Par contre, quand ça n'est plus vertueux, et quand ça fonctionne que par réseau, que par entre-soi, là, c'est tout le contraire qui se passe, avec des décisions qui peuvent être catastrophiques, et surtout un manque de loyauté vis-à-vis de l'État. Il y a quelque chose qui m'a totalement stupéfait, c'était en 2017, je vais vous donner cet exemple-là. Elisabeth Borne était ministre des Transports. Elisabeth Borne était... Polytechnicienne, on rappelle. Polytechnicienne, corps des ponts. Voilà. Parcours brillant dans la fonction publique. Et elle devient donc ministre des Transports. Et à la même époque, vous avez les directeurs de port, tous issus du corps des ponts, qui se disent on va faire un livre sur les ports, mais en fait c'est à notre gloire. Alors ils sont allés se faire photographier dans un studio, au studio Harcourt, le studio des stars et des légendes. Ça ose tout, hein. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, et c'est surtout... on est les meilleurs, on est des génies, donc on le mérite bien. Ça me fait penser à cette photo, je ne sais pas si vous voyez Fabius au Conseil constitutionnel à côté de tous les sages au pied de l'escalier. Oui. Je la trouve géniale cette photo. Oui, elle dit tout. Hein, elle dit tout. Et dans ce livre, ça dit tout aussi. On les voit, chacun, une sorte de Wall of Fame, avec ces gens qui se pensent prestigieux, alors qu'ils ont des résultats catastrophiques depuis des années. Eh bien, Madame Borne a fait la préface de ce livre-là, et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, à la fin de la préface, quelque chose du type, à quelques mots près, je cite, on peut être parfaitement confiant au vu de tous les résultats passés, de ce qui va se passer dans l'avenir, et de la performance des ports. Or, les ports sont dans un état de stagnation depuis 40 ans, qui est tragique pour le pays. Pour donner quelques chiffres, entre 85 et 2023, il n'y a eu aucune augmentation de trafic, de trafic portuaire en France. Alors qu'il y a eu des dizaines de milliards d'euros d'investis, alors que dans le même temps, le commerce maritime mondial s'est accru de 230%. C'est-à-dire qu'il y a une envolée de l'activité commerciale maritime et qu'elle n'a pas du tout profité à la France. Pas du tout. Or, la France, entre-temps, elle a consommé plus, elle a produit plus. Et donc, l'écart nous vient aujourd'hui. Tout ce qu'elle a besoin en plus, la France le reçoit du Benelux, de l'Allemagne. C'est-à-dire que les bateaux font le tour de la France, décharge en Allemagne, décharge au Benelux, et ensuite c'est envoyé en France. On a l'habitude de dire que le plus grand port français, c'est Anvers. Pour revenir à l'ENA, qui a changé de nom, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, qui s'intitule maintenant INSP, si je ne me trompe pas, Institut National du Service Public, c'est tout un programme. Vous en pensez quoi, ça ? C'est pour justement peut-être gommer cette image En avril 2019, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Et dans cette conférence de presse, il a fait un rapport très clair entre les Gilets jaunes et les grands corps d'État. C'est-à-dire que le dysfonctionnement qui existe au niveau des grands corps d'État induit un dysfonctionnement du pays. Et donc, il a fait le lien avec les Gilets jaunes. Et il a annoncé la suppression des grands corps d'État. Alors, ça a été une annonce fracassante. Plutôt bien reçue de votre part ou pas ? Oui, plutôt bien reçue, et plutôt bien reçue par beaucoup de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'ils n'ont pas été supprimés. C'est juste qu'ils ont changé de nom, quoi. Il y a eu beaucoup de ripollinage, et pire que ça, les corps techniques ont refusé la réforme. C'est-à-dire que
pour montrer en fait la puissance de ces personnes-là, on peut comment dire, refuser une réforme menée par le président de la République. Ah, ils ont ce pouvoir. Et ils ont ce pouvoir-là aujourd'hui, effectivement. Et les corps administratifs, donc eux, ont géré la chose différemment. C'est la création de l'INSP. Mais les corps donc, administratifs existent toujours. Ils seront accessibles avec un peu plus d'années d'expérience après l'école. Sauf que ce n'est plus un concours, c'est un jury qui reçoit les candidatures de ceux qui veulent rentrer dans ces corps-là. Et donc on retrouve un système, le système qu'avait combattu justement Jean Zay avec la 4e République, où les hauts fonctionnaires étaient cooptés. Tradition familiale, cooptation, cousin, fils, etc. Et là, on va retrouver un morceau, un peu de cooptation, certainement, par ces jurys. Donc c'est, à mon sens, un vrai recul en arrière. Est-ce que c'est pas finalement un cas typique, tout ce que vous dénoncez, du fait que ceux qui sont censés justement précisément résoudre le problème, ils sont précisément le problème peut-être? Ils sont le problème. Aujourd'hui, ils sont le problème. Dans les années 60-70, ils ont lancé la France, véritablement lancé la France dans l'avenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vit de ces très grands projets qui ont été faits dans ces années-là. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais c'est quoi les grands projets aujourd'hui? C'est quoi les grands projets d'infrastructure, de structuration des transports, etc. Bon, on n'entend rien, ou alors des projets qui sont ridicules par rapport à ce que ces personnes des années 60-70 ont pu construire. Alors, aujourd'hui, ils sont le problème, parce que le corporatisme est tel que la première préoccupation, c'est la carrière. C'est non pas le projet pour le pays. C'est ça la première préoccupation. Je me rappelle, je l'ai vécu encore une fois, je le raconte dans le livre. À un moment donné, j'ai été... c'est un groupe de travail qui était lancé par le ministère, qui se crée, pour essayer de trouver des solutions pratiques à la relance du fret ferroviaire. Et on m'appelle et on me propose effectivement de participer à ce petit groupe de travail. Donc j'étais très très content de ça, parce que j'ai été aussi président d'une petite société ferroviaire. Et donc j'annonce à Ursi, donc mon chef à l'époque, que j'ai été contacté et que j'ai le désir d'y participer pour apporter effectivement un petit peu, voir si je peux apporter ma pierre. Et lui éclate de rire et il me dit « Non mais, tu crois encore que tu vas sauver la France? Mais c'est n'importe quoi, tu ferais mieux de rester ici. » Voilà, et ce genre en fait de réponse est tout à fait signifiante d'individus qui sont cyniques, n'ont plus du tout foi dans le pays, ils ont foi dans leur corps avant tout. C'est comme un individu dans une mafia, il va pas suivre les lois, il suit les lois de la mafia, il suit les lois de son groupe. Et ça fonctionne de la même façon. Parce que de toute façon, ils savent que le corps les protégera de tout, toujours. Toujours. La firme, quoi. Oui, c'est la firme, oui, c'est ça. Un film de Sidney Pollack que j'avais adoré. Et puis, ils sont dans une situation de prégnance du pouvoir de tous les hauts postes administratifs de la France et décisionnels, qui est telle qu'ils peuvent se permettre ça aujourd'hui. Dans le livre, vous dites que le fléau de la France, c'est que les élites ne gèrent plus, mais administrent. Est-ce que finalement, supprimer l'École nationale d'administration, c'est une bonne chose? Non, parce que finalement, administrer, est-ce que c'est pas la fonction première de l'administration? Alors, il y a administrer et gérer. Administrer, c'est vraiment effectivement la fonction de l'administration. Mais quand vous êtes à des niveaux de pouvoir, à des niveaux de décisionnels aussi élevés, on va vous demander un peu plus, on va vous demander de gérer, c'est-à-dire de projeter l'administration, de projeter l'établissement public, de projeter l'entreprise dans le futur. Et là, ça demande effectivement une véritable capacité d'organisation, de connaissance du marché, de connaissance de ce qu'est la vie sociale, de ce qu'est la vie du pays, de ce que sont les Français, pour projeter effectivement l'administration dont vous vous occupez, ou l'entreprise, l'établissement public dans le futur. Et là, ça n'existe pas. Ou de moins en moins. Ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai très peu entendu le mot stratégie, par exemple.
Et pourtant, on est dans un secteur qui est éminemment stratégique pour le pays, les grands ports. Éminemment stratégique. Quand on voit comment ça fonctionne en Allemagne, au Benelux, la vision qu'ont ces pays est totalement différente. Ils ont placé, et ça c'est vraiment fondamental, du fonctionnement de ces grands corps. Ils ont placé des gens qui sont adéquats pour la fonction et pour le poste. C'est-à-dire que on veut que tel individu produise une véritable stratégie gagnante pour le grand port ou pour telle industrie, pour le pays. En France, on va raisonner différemment. Le grand corps a tellement de pouvoir que lui s'est approprié des secteurs. Donc il considère que les postes lui reviennent, qu'il soit compétent ou pas. Donc il s'installe et il fait en sorte d'installer les copains. Moi je me rappelle, je le raconte dans le livre aussi, à un moment donné, il y a un poste qui se libère. Et un de ces ingénieurs du corps des ponts vient me voir et il me dit « Bon, ça y est, on l'a trouvé, c'est un tel qui va être nommé, c'est un copain, il nous restait ce copain-là à caser. » Et effectivement, ils étaient 6-7 copains, et à un moment donné, ils ont occupé toutes les places décisionnelles des grands ports. Donc, c'est vivre dans un monde absolument magique. Vous gérez entre copains, vous gérez plus grand-chose. Vous avez tous les privilèges que j'ai pu citer tout à l'heure. Et donc, ça fait perdre complètement le monde des réalités. Jusqu'à ce que, et ça c'est aussi absolument flagrant et incroyable, que des patrons de grands ports maritimes qui sont vraiment à l'interface de l'international ne parlent pas anglais. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que la première préoccupation, c'est on met un copain du corps dans le poste. Il est compétent ou pas, c'est pas le sujet. Et vous multipliez comme ça par des milliers de postes en France de très hauts fonctionnaires. Ben voilà, et ce qui se passe, c'est un pays qui s'effondre petit à petit. J'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron, parce que en quoi justement son appartenance à un grand corps, en l'occurrence l'Inspection Générale des Finances, en quoi cette appartenance explique-t-elle, selon vous, en partie son comportement et sa façon d'être et de gouverner ? Oui, c'est vraiment un exemple pour moi qui est caricatural. Alors, il y en a d'autres, par exemple. C'est peut-être le plus emblématique. C'est le plus emblématique, c'est le plus visible. Il y a eu Madame Oudéa Castéra qui a montré aussi tous les traits spécifiques psychologiques de l'appartenance. Ah oui, pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Au grand corps. Eh bien, la capacité. On rappelle, elle était de la même promo, je crois, que Macron à l'ENA. Et donc, la voilà nommée à l'éducation nationale, et première sortie, elle ment. Elle raconte une histoire autour de sa vie qui est aussi un mensonge, et puis ensuite elle s'enferre. Et c'est ça le plus intéressant. Elle s'enferre, jusqu'à produire des arguments qui sont totalement imbéciles même, jusqu'à produire ce type d'argument qui est de dire, et ça c'est caractéristique, et chez Macron on le retrouve aussi, je n'ai pas menti, c'est le réel qui m'a donné tort. Vous voyez, c'est toujours ce genre en fait de petites pirouettes. Ces personnes-là, parce qu'elles ont vécu ce cursus d'éducation universitaire qui leur a dit en permanence qu'ils sont les meilleurs, ils ne peuvent pas imaginer mentir ou se tromper. Se tromper. Mentir, si. Ils le font couramment, mais se tromper. Et donc, ils ont toujours raison. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils ont toujours raison et ils ne reculent jamais. Donc, pour passer à et ils n'ont peur de rien. Et ils n'ont peur de rien, puisqu'ils sont dans un univers qui les protège. Ils sont ultra protégés. De toute façon, ils savent qu'il ne leur arrivera rien. Au pire, ils gagnent. De toute façon, ils gagnent toujours. C'est gagne un peu, gagne beaucoup. Voilà. Le salarié lambda, il fait une faute, il est soit viré du premier coup, soit viré la deuxième fois, mais eux, ça ne leur arrive jamais. Jamais, ça ne peut pas leur arriver. Donc, ils sont de toute façon dans une surconfiance permanente. Et donc, quand on parle quand on regarde Emmanuel Macron, il a cette surconfiance qui est ultra développée.
On l'a vu cette semaine quand même, il a défié Poutine quand même. Il faut oser quand même. Hein. Bah oui, sans aucun problème. Ça vous surprend même pas finalement? Non, ça me surprend pas. C'est quoi, c'est l'hubris? C'est quoi? Quand on voit lundi dernier les déclarations qu'il a pu faire, ben, on voit un homme qui est dans l'hubris. C'est-à-dire que il y a d'autres, il y a des très grands patrons d'industrie, par exemple des hommes comme Tchourouk, qui ont été président de Alcatel. C'était un homme aussi qui a fini dans l'hubris. Ils ont cette certitude d'avoir raison, certitude d'être des génies, donc personne d'autre peut apporter... Avec des résultats en plus catastrophiques, si je ne me trompe pas. Peu importe. Et c'est ça c'est peu importe en fait. C'est-à-dire que le réel, c'est eux qui le produisent. Et si le réel renvoie une réponse qui n'est pas adéquate avec leur vision, c'est le réel qui se trompe, c'est pas eux. Donc on va s'entêter jusqu'à faire que le réel produise la réponse que eux attendent. Et c'est là l'immense danger de ces individus-là, quand ils sont lancés dans cette surconfiance, et on voit Emmanuel Macron, c'est ça, c'est l'hubris. Et l'hubris, c'est la surpuissance. Vous rajoutez à ça peut-être des soupçons de drogue, etc. La surconfiance mène à un moment donné à la sensation de toute puissance. Et ces individus-là sont tout à fait, sujets à ça. Et c'est justement un des grands dangers de ces cursus-là. C'est jamais reculer. J'ai toujours raison, je n'écoute pas, parce que je suis le meilleur de toute façon, je n'écoute pas, et souvent ils mettent des gens autour d'eux qui sont de niveau intellectuel bien différent, ce qui leur permet de toujours pouvoir justifier qu'ils n'ont pas à écouter. Voilà, et d'être toujours en apparence le meilleur. Donc c'est un mode de fonctionnement de seigneur, de roi, de baron. On est dans la caste. Vous diriez qu'Emmanuel Macron, justement, il est peut-être l'obligé d'une certaine caste aujourd'hui, à qui il doit donc rendre des comptes? Certainement. J'ai pas de preuves. Mais vous savez que ces rumeurs, on les entend quand même. On en qu'il parle a été beaucoup. Placé, qu'il est le fruit de... Énormément de rumeurs, oui. On en parle beaucoup. Pourquoi pas? Parce que ces milieux-là fonctionnent aussi comme ça. Ils sont capables de ça, effectivement. Mais alors, paradoxalement, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que, sur le plan, par exemple, des formations de ces élites, justement, d'abord, le système des grandes écoles à la française, Normal Sup, Polytechnique, HEC, on peut dire que vous y êtes favorable ou pas? Oui. Parce que c'est quand même à mettre au crédit de la France, justement, que d'être capable de former de telles élites. On est d'accord là-dessus? Exactement. Ça produit. Elles sont dévoyées après, mais... Théoriquement, effectivement, des individus de très grande qualité pour le métier auquel on les... Dans le livre, vous parlez, donc je reprends le terme, ce que vous employez tout à l'heure d'ailleurs, noblesse d'État. Vous preniez l'expression de Pierre Bourdieu. C'est vraiment ça, quoi. Oui, et il y a aussi une référence à autre chose, c'est que pour moi aujourd'hui, vu la situation du pays, vu la situation de ces élites... Mais c'est la majorité, de tous ces gens qui sortent de ces corps à vous lire et à vous écouter. Là, on a l'impression qu'ils sont tous complètement bouffés, corrompus, quoi. Il y en a, c'est pas une minorité qui corrompt tout le monde. Alors, je pense que on l'espère, ouais. Je ne dis pas que ce sont tous. Je dis que c'est une majorité, et je dis que le système produit ça. Le système produit ça. J'ai eu énormément de retours, de messages suite à la parution du livre. J'ai vraiment été très impressionné. Alors, le livre présente effectivement le fonctionnement d'un ou de deux grands corps, avec un décor qui est les ports de France. Mais je me suis rendu compte, avec l'ensemble des retours que j'ai eus, que j'aurais pu écrire la même chose pour les hôpitaux, j'aurais pu écrire la même chose dans le fonctionnement du ministère de l'économie, la même chose dans l'énergie, etc. Ce qui est très impressionnant, c'est que j'ai eu des messages de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit en me disant « Mais est-ce que Ursi, donc l'anti-héros du livre, ne serait pas le directeur général de tel établissement ?» Et puis l'autre qui vous dit... Est-ce que c'est pas le directeur à tel endroit de Renault? Parce que Renault aussi a beaucoup de ces seigneurs-là, puisque c'est une entreprise qui a été... qui
qui permet des pantouflages de façon très il y avait importante. le seigneur en chef quand même, Carlos Ghosn, il n'était pas non plus... Avec un seigneur en chef, tout à fait. Exempté de toute critique. Je crois. Voilà, donc ce qui est très impressionnant, c'est que, et je vous dis, encore hier, j'ai eu un message d'un polytechnicien qui m'a dit « Je valide tout ce que vous écrivez, vous avez raison et il faut le dénoncer ». Il y a une sorte de début de libération de la parole où, effectivement, on me disait « Mais qu'est-ce que c'est bien que vous le disiez ?» Ça, c'est les messages gentils, mais qu'est-ce que vous répondez justement, Paul-Antoine, à ceux qui vous accusent justement peut-être de faire de la démagogie en critiquant ces élites? J'en ai eu très peu. J'en ai eu très peu. Très très peu. Alors, il y a eu quelques voix, effectivement, mais j'en ai eu très peu. Alors, en fait, j'en ai eu très peu parce que je crois que le constat, il est très difficile partagé à contester, ouais. Et très difficile à contester. Il suffit de côtoyer un énarque, de côtoyer un Corps-des-Ponts, un Corps-des-Mines. Vous côtoyez l'arrogance, vous côtoyez un mépris, vous côtoyez très vite, même s'il y a... Jacques Attali, Alain Minc sont des gens que vous avez côtoyés déjà? Non, je ne les ai pas côtoyés, mais... Vous pensez qu'ils sont des représentants de cette caste? Oui, ils les représentent, mais parfaitement. Ce sont des exemples typiques, effectivement. Et je le dis dans le livre aussi, il y a un moment donné, j'étais avec mon patron, qui était Corps-des-Ponts, et on écoute alors, deux anecdotes. La première, on écoute un individu qui fait une conférence, et l'individu est Corps-des-Ponts. Moi, je le savais pas. Et la conférence était complètement mais inepte, inintéressante, mauvaise, mal faite. Enfin bon. Et je me tourne vers mon patron et je dis mais c'est pas bon. Il me dit non, il est Corps-des-Ponts, c'est bon. C'est bon, point. C'est-à-dire que le niveau de complaisance est très très impressionnant. Et puis l'autre exemple, pour montrer aussi à quel point le corporatisme plonge dans la médiocrité, c'est une autre scène. Je suis pareil à une conférence, et là pour le coup c'était un ami qui sur l'estrade faisait la conférence et qui était prénobelisable en économie, quelqu'un de remarquable absolument. Et je me tourne vers mon chef et je lui dis c'était vraiment, il est bon. Et l'autre me répond, non, il est complètement nul, on comprend rien. Et d'ailleurs, je me lève et je m'en vais. Voilà, c'est cette capacité aussi à pouvoir émettre des jugements extrêmement violents sur des gens qui, pour le coup, sont de très haute qualité, mais il n'est pas Corps-des-Ponts, il n'est pas Corps-des-Mines, il n'est pas de cette noblesse-là. Donc ça, c'est absolument dramatique pour un pays comme le nôtre, où il y a un plafond de verre qui est incassable, pour les personnes qui ne font pas partie de la caste. Elles ne peuvent pas être écoutées, elles ne peuvent pas être considérées. Ça, c'est la garantie du désastre pour un pays. Quelle vision du peuple ont ces élites, d'après vous? C'est du menu frottin, on les méprise ou... Alors, des gens qui comprennent pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on est, nous, peuple, on va dire... de moins en moins consultés, puisqu'en fait, on n'est pas capable de réfléchir, pas capable d'avoir une opinion suffisamment construite. On n'est pas capable d'accéder à la complexité. Voilà. Et ça va être l'argument qui peut être souvent apporté. Oui, il y a un mépris évident. De toute façon, il y a la certitude d'être les meilleurs et d'avoir la vérité. Après vous avoir demandé c'est quoi un seigneur, j'aimerais quand même vous demander, et là vous allez être un peu difficile d'y échapper, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, donc j'aimerais bien quand même que vous preniez un petit peu, si tant est que c'est prendre un risque, mais je suis pas sûr, c'est qui? Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques noms pour qu'on identifie bien? Là je vous ai cité Jacques Attali ou Alain Minc, mais vous pensiez quand même à quelques noms en particulier en politique. Est-ce que vous pourriez, pour les gens qui nous regardent, nous citer quelques noms auxquels vous avez pensé en écrivant ce livre? Prenez par exemple Elisabeth Borne. Elle est Corps-des-Ponts, elle est aussi tout à fait typique de ce mode de fonctionnement. C'est à ce point typique que dans le livre de Raphaël Baquet, donc qui a écrit sur Journaliste au Monde, sur Elisabeth Borne, elle explique que Madame Borne... Parce qu'elle parlait de Borne parce que c'est la plus connue, mais c'est des gens très peu connus du public, c'est ça? Ou pourquoi on a du mal à mettre des noms sur ces gens? Mais voilà, ok. Ils sont très peu connus, effectivement. Ce que j'explique, c'est que alors quelques-uns arrivent effectivement à émerger dans des postes politiques, mais la majorité reste dans l'ombre. Préfèrent rester discrets. Parce qu'aujourd'hui,
ils ont, parce qu'il faut quand même que les Français le sachent, c'est-à-dire que le politique n'a plus le pouvoir. C'est pas le politique qui a le pouvoir, ce sont ces hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires ont la capacité d'effectivement d'empêcher une loi, de ne pas l'appliquer, en tout cas ou de forcer une loi, de l'apporter sur le bureau du ministre. Mais le pouvoir, il est chez eux. Et ils sont aujourd'hui, donc, ils sont non élus, on les connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, ce sont des noms que l'on ne connaît pas. Et donc, c'est un groupe de personnes qui sont dans un angle mort démocratique. Le peuple aujourd'hui vote pour élire des élus qui n'ont plus beaucoup de pouvoir. Or, le pouvoir, il est aujourd'hui parmi un groupe de personnes que l'on ne connaît pas. C'est cet angle mort démocratique qui aujourd'hui pose un vrai problème à notre démocratie et qui induit, à mon sens, une dérive autoritaire dans notre pays. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le pouvoir, mais que vous êtes un élu et que vous avez une relation avec la population de celle d'un élu avec la population, c'est pas du tout la même relation que si vous êtes haut fonctionnaire technocrate avec la population. Si le technocrate à ce moment-là a le pouvoir, il va pas l'utiliser du tout de la même façon avec l'écoute de la population. Donc il va pas forcément utiliser son pouvoir pour le bien collectif. Voilà. Ça va être plus en fonction de son idéologie. Au-delà de ces fameux grands corps, j'en parlais sur cette banquette ici même il y a quelques semaines avec Alain Juillet, un ancien de la DGSE. Quelle est l'influence, par exemple, parce que ça me fait penser à ça, hein, quelle est l'influence, par exemple, des lobbies comme la franc-maçonnerie ou d'autres grands types de réseaux ? Est-ce que vous avez des anecdotes à ce sujet ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que ça ressemble étrangement quand même, ce que vous décrivez, à ce qu'on décrit parfois de certains lobbies ou de réseaux comme la franc-maçonnerie notamment. Bien sûr. Ce sont peut-être les deux d'ailleurs. Ce sont des hommes de réseau. Comme je montrais tout à l'heure, ils cherchent à développer leur réseau. Le réseau, c'est la puissance. La puissance, c'est pas la compétence. C'est le réseau. Donc la puissance, c'est le réseau. Développer le réseau, tout ce qui peut permettre de développer le réseau. Enfin, il y a le lobby, justement, on parlait du lobby des LGBT, justement. Là, je lui ai dit que c'était le lobby le plus puissant actuellement en France devant celui des francs-maçons ou d'autres. C'est un autre réseau. Ouais. Et donc, ce sont des hommes de réseau qui aiment ça. Enfin, ils peuvent cumuler les réseaux aussi. Ils peuvent cumuler. On peut être. Vous avez des loges. Voilà, vous avez des loges qui sont uniquement des loges de hauts fonctionnaires. Voilà, ce sont des loges de hauts fonctionnaires, et même... Alors, hauts fonctionnaires, francs-maçons et LGBT, avec ça, vous êtes bien protégés, quoi. Avec ça, vous pouvez devenir ministre, oui. Gabriel Attal, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est pas un cas, justement, emblématique de ce que vous décrivez ? Alors, Gabriel Attal n'est pas issu d'un grand corps d'État. Ça, Juan Branco l'avait fortement dénoncé sur cette banquette ici même. Il y a une polémique, autour de son diplôme à Sciences Po. Bon, on ne sait pas s'il a eu le diplôme ou pas. Enfin bon, pour moi, Gabriel Attal, c'est comme je le ressens aujourd'hui, hein, il est totalement dans l'image de notre société aujourd'hui, l'image que le pouvoir a de notre société, c'est faire de la communication. Que de la communication, pour moi, c'est plus un homme de paille qu'autre chose. Mais d'être plutôt bon là-dedans, en communication. Il va être très bon en communication, mais il n'a aucune expérience. Et on ne peut pas diriger un pays sans avoir aucune expérience de travail. Pour le coup, il n'a pas d'histoire personnelle. On parlait de ces hommes qui avaient des grandes histoires personnelles au sortir de la guerre. Pour le coup, il n'en a aucune. Strictement aucune. C'est pour ça que... Et Macron, pareil, hein, quand il est arrivé président, à part avoir été Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est là qu'on voit qu'on a aujourd'hui des hommes qui nous dirigent, qui n'ont pas d'histoire personnelle, qui n'ont pas vraiment de connaissance de la vie. Qui n'ont pas été élus. Qui n'ont pas été élus. Hein. Donc ça donne aussi un autre rapport avant à la population. Président, hein, pour Macron, je dis. Oui, mais ça donne aussi un autre rapport à la population. L'élection... Élu local, élu exactement, de terrain. Exactement. Oui. Donc, pour moi, Gabriel Attal, c'est un homme de paille, c'est une vitrine, avec derrière, je crois, 60 conseillers qui sont probablement tous, plus ou moins, issus d'un grand corps d'État. C'est encore une démocratie, selon vous, la France, à vous écouter ? On peut poser la question. Ça en a l'apparence. Ça en a l'apparence, si on regarde de loin, avec des institutions
qui ont l'air de fonctionner, un système de vote régulier, etc. Mais si on regarde de plus près, on voit des institutions qui commencent à être dévoyées. Quand on entend Pierre Moscovici, homme aussi de grand corps d'État, qui dit très clairement, oui, moi j'ai décidé seul de reporter donc la sortie du rapport concernant l'immigration que la Cour des comptes avait fait, et se voir opposer le fait que cette décision personnelle était antidémocratique. Il reconnaît de lui-même, il l'a dit, oui, c'est antidémocratique et je l'assume. Donc on voit qu'on a des individus qui sont issus de grands corps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la relation élu-population n'est pas la même que technocrate à population. Il assume d'être antidémocrate. Il l'assume pleinement, tout en faisant fonctionner apparemment une institution, la Cour des comptes, qui est un contre-pouvoir. Donc c'est très grave. Ensuite, quand on regarde le Conseil constitutionnel est dirigé par Laurent Fabius, est habité par des gens qui doivent beaucoup de choses à notre président aujourd'hui. Donc de la même façon, la majorité des membres du Conseil constitutionnel sont issus de ces grands corps que vous décrivez. Alors là, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a les plus emblématiques, Fabius. Je sais qu'il y en a plusieurs. Oui. Juppé, donc ils en font partie. Ouais. Après la majorité, je sais pas dire. Mais toujours est-il qu'ils doivent beaucoup à Emmanuel Macron. Donc ce sont des gens qui sont qui lui sont loyaux. Corvéables, quoi. Corvéables, et voilà. Donc je dirais que les institutions aujourd'hui, elles vont être dévoyées. Par exemple, Ursi, je reprends un exemple. Il faut voir qu'est-ce que les hauts fonctionnaires vont penser de la Cour des comptes. Donc Ursi, moi je me rappelle, je discutais avec lui à un moment donné, je l'alerte sur un point. Je dis attention, la Cour des comptes, elle va voir ça. Et le gars de répondre, mais on s'en fout de la Cour des comptes. Voilà, un haut fonctionnaire issu de grands corps d'État qui vous répond, on s'en fout de la Cour des comptes. Donc il y a une sorte de fonctionnement à vide des institutions où la Cour des comptes, et d'ailleurs je discutais il y a quelques jours avec un auditeur de la Cour des comptes, justement, grand corps d'État, cette personne, et il m'expliquait justement à quel point il savait aujourd'hui que ces rapports ne servaient à rien. Et donc, il m'expliquait à quel point, effectivement, il avait perdu foi en l'État, en la politique et en la haute fonction publique. Parce qu'ils savent qu'ils produisent un rapport et que le rapport va être commenté par les journalistes si le rapport est emblématique et que derrière, il ne se passera rien. Enfin, le Conseil d'État, là, pour le coup, lui, on en parle, et il se passe des choses, là. On l'a vu sur la décision par rapport à CNews, notamment. Oui. Voilà, tout ça, ça s'imbrique. Vous pensez que c'est... Mais la décision par rapport à CNews, quand on va à l'origine de l'affaire, on tombe sur un magistrat, je crois, grand corps, qui a une idéologie particulière. Voilà. Et la machine ne l'arrête pas. Il a le pouvoir de faire ça, tout seul. Vous voyez, ils ont effectivement un pouvoir qui quand même peut être extrêmement important, et c'est là qu'on se pose vraiment la question de la démocratie. Non, aujourd'hui on n'est plus en démocratie puisque le peuple ne vote pas pour celui qui a le pouvoir. Voilà, il vote pour des gens qui font du théâtre, mais qui n'ont pas le pouvoir. C'est intéressant parce que ça me rappelle aussi le discours d'Étienne Chouard, qu'on ne peut pas suspecter d'être quelqu'un qui partage forcément toutes vos opinions, mais en tout cas, en effet, il y a un problème démocratique qui se pose forcément par rapport à la nomination de tous ces seigneurs, comme vous dites. Comment vous expliquez justement que cela, tout ce que vous dénoncez, ce que vous décrivez dans votre livre, comment vous expliquez que ça ne révolte pas plus la population française? On peut quand même parfois s'en étonner, ça vous choque pas, ça? Ah si, moi je suis stupéfait, et c'est... une sorte de léthargie Il y a une léthargie généralisée. Alors, déjà, la haute fonction publique, comme je le disais tout à l'heure, elle évolue dans un monde très discret. On ne les connaît pas. Donc la population ne connaît pas ce fonctionnement de grands corps d'État. Pourquoi ils sont si déconnectés? Parce que l'emprise qu'ils ont sur le pouvoir et sur le pays. Donc elle ne perçoit pas ces enjeux-là. Et puis je crois aussi que il est impensable pour la majorité de la population d'imaginer que les gens qui sont au pouvoir ne soient pas bienveillants. C'est impensable. Donc il faut... On croit toujours ça, ouais. Oui, je crois que beaucoup le croient, oui.
Je crois que beaucoup le croient. Et donc, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai côtoyé effectivement. Alors, j'ai vu des gens, des hauts fonctionnaires, par exemple Ursi, qui pouvaient avoir des comportements absolument répréhensibles, et la majeure partie des salariés autour de lui ne pouvaient pas imaginer qu'un haut fonctionnaire puisse faire ça. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. C'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est un peu du attrape-moi si tu peux, mensonge, manipulation, régulièrement, et la population. Et ils ont, comme je le disais, passé par les classes prépa, ça aussi permet d'avoir une agilité d'esprit, de pouvoir calculer à plusieurs coups, d'être un tacticien, on va dire, ou un stratège de la manipulation. Au sommet du pouvoir, on a des gens qui sont des très grands experts là-dessus. Emmanuel Macron, c'est un grand manipulateur, tout à fait expert, on le voit. Eh bien, dans tout mon livre, je fais le rapprochement, le parallèle en permanence entre Ursi et Emmanuel Macron. En permanence, parce que finalement, je me suis rendu compte que ce sont des petits Emmanuel Macron un petit peu partout. Emmanuel Macron va être le cas tout à fait emblématique, tout à fait caricatural même. Mais il y en a effectivement une foultitude qui emploient les mêmes méthodes. Et je parlais tout à l'heure que ce système aboutit finalement à des hommes qui vont être médiocres, parce que en ayant aucun risque. C'est-à-dire qu'il faut voir que l'élite qui prend la décision ne supporte aucun risque. Elle ne risque rien. Dans la vie, c'est pas comme ça. Celui à ce niveau-là et ne supporter aucun risque, c'est totalement un paradoxe. On peut pas imaginer ça. En tout cas, c'est contre nature. Eh ben, ils ont réussi à installer ce mode de fonctionnement. Et ça, justement, c'est absolument délétère pour le pays. Vous diriez que ces gens que vous dénoncez ont trahi le peuple français, la nation ? Oh bah complètement. Complètement. Quand on n'est plus, comment dire, dans le sens de l'intérêt collectif, mais quand les décisions sont orientées d'un point de vue corporatiste, c'est-à-dire pour leur bien, pour leur intérêt pluriel entre membres du corps ou même particulier, là on est dans une trahison. On est dans ce qu'on appelle aussi de la corruption. C'est-à-dire qu'on ne suit pas la mission qui leur est... Vous avez été témoin de faits de corruption, vous, directement ? Alors, de faits de corruption, je ne dirais pas financier, parce que là, je n'ai pas été du tout témoin de ce genre de choses, mais d'une corruption d'esprit continuellement. Et c'est tout l'objet du livre, effectivement. Ces personnes, aujourd'hui, je ne les considère pas comme honnêtes par rapport à leurs devoirs et à leur mission. Et c'est ça que j'appelle la corruption. Ils ont dévoyé leur mission vers un intérêt particulier, voire personnel. Et c'est ça, c'est ça le principe des grands corps d'État, du corporatisme comme ils l'ont développé. On dit souvent, et c'est là où c'est aussi passionnant ce que vous dénoncez, on dit souvent que ces élites, elles sont mondialistes, antinationales. C'est aussi votre avis ? Oui. C'est quoi l'idéologie majoritaire justement chez ces élites ? Parce que c'est ça le fond du problème. On parlait tout à l'heure de ce membre du Conseil d'État qui a ce pouvoir par rapport à CNews. L'idéologie, c'est quoi l'idéologie dominante au sein de ces nobles ? Eh ben, quand vous êtes effectivement déconnecté du fonctionnement courant de la société, quand vous êtes totalement déconnecté... Ils sont pas RN, par exemple. Hein, on peut s'en supputer... ça, je sais pas. Je sais pas. Ils sont plutôt de l'idéologie de gauche, non ? Je sais pas dire. Je sais pas dire. Ça, je sais pas dire. Alors, ça dépend des endroits, des classes d'âge aussi. Moi, je les voyais plutôt gaucho-progressistes. C'est quand vous êtes déconnecté du fonctionnement de la population, quand vous ne supportez aucun risque, quand vous ne pouvez que gagner à chaque action que vous pouvez faire, vous êtes de toute façon dans un monde qui n'est plus réel, vous êtes dans une sorte de virtualité qui accepte très facilement le néolibéralisme.
Et c'est cette virtualité, justement, aujourd'hui, qui fait souffrir, à mon sens, la population, parce qu'ils ont une idée du monde qui n'est pas la réalité. Voilà. Donc et ce néolibéralisme se nourrit effectivement de cette virtualité-là. Qui dirige véritablement le pays, finalement, aujourd'hui? Alors, pour les affaires franco-françaises, moi je dirais, c'est principalement la haute fonction publique, avec aussi quelques politiques. Sinon, pour la place de la France dans l'Europe, ou même dans le monde, je pense qu'on est sur des strates qui sont aujourd'hui qui restent aussi très discrètes, parce que le vrai pouvoir n'est pas celui qui se dit, c'est plutôt un pouvoir qui reste dans la discrétion. La notion de grand serviteur de l'État, cette fameuse expression qu'on entend à tire-larigot, finalement, c'est une vaste fumisterie. Alors, c'est toujours quelque chose qui me fait à la fois rire et me mettre en colère. Quand j'ai entendu Madame Oudéa Castéra lors de son allocution de départ, après un mois de ministère, elle fait référence aussi à sa grande joie d'avoir servi cette grande maison qu'est l'Éducation nationale. Bon. Quelques semaines, quoi. Quelques semaines, mais surtout, elle est là aussi parce qu'elle a aussi beaucoup de relations. Donc, qu'est-ce qu'elle a servi? Parce qu'on rappelle que son mari, c'est l'ancien président de la Société Générale. Tout à fait. Donc Frédéric Oudéa, qui est nommé de Sanofi maintenant. Qui a un lien très particulier avec Emmanuel Macron, que elle faisait partie de la promotion d'Emmanuel Macron. Bon. Bref, elle est à la croisée d'énormément de réseaux très influents, et c'est plutôt l'État qui la sert. Aujourd'hui, c'est intéressant. Et vous avez raison, elle n'a pas été lâchée, parce que finalement, elle a quitté le ministère, ce qui était bien la moindre des choses, au vu de toutes ces bourdes. Mais elle reste ministre. Elle reste ministre. Elle reste ministre, pourquoi? Ministre des Sports. Parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se tromper. Donc, il reculera pas. De toute façon, il pourra avoir tous ses ministres mis en examen, etc. Il ne reculera pas, il les a choisis, il les garde. Parce que la moindre reculade de sa part, c'est de son point de vue, une brèche dans son mode de fonctionnement. Donc il veut absolument, et c'est ça l'hubris aussi, cette assurance d'avoir la vérité, c'est cette incapacité de reculer ou de reconnaître une erreur. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.